Bien, alors on va reprendre en duo avec Vincent sur la présentation du projet Bulle. Donc on va passer très rapidement puisqu'il y aura 3 interventions à la suite après nous qui vont rentrer davantage dans le détail des analyses. Ces 3 interventions feront écho à ce qu'on a entendu ce matin avec Emmanuel. Donc très rapidement, on va essayer de passer les diapos. Donc un projet, je l'ai dit ce matin, espace physique numérique en bibliothèque universitaire autour de la documentation, médiation, transition et inclusion. Je passe très vite sur cette introduction puisqu'il était question à la fois de BU et à la fois d'espace. Je crois que Emmanuel l'a bien démontré ce matin. Vous allez retrouver des références scientifiques, épistémologiques en termes de lieu, en termes d'espace. Pour rappel, effectivement, les historiens du livre ont bien travaillé, notamment Baratin et Jacob, sur les bibliothèques au sens large comme lieu de savoir et lieu de pouvoir. Espace également de connaissances, avec la somme de travail proposée par Christian Jacob à partir de 2007 et puis 2011. Espace pratiqué, on va pas y revenir, ou plutôt si on va y revenir, je pense, dans cette com et dans les 3 suivantes. Ce qui me semblait également intéressant de dire, on l'a aussi évoqué ce matin, le Covid depuis 2020-2021. Joël Lemarec avait produit un ouvrage en 2021 où elle rappelait que les bibliothèques étaient vues comme des institutions, avant tout considérées comme un refuge, et elle l'appelait contre les grandes fluctuations du monde. Avoir aussi ces espaces peut-être de protection du livre dans un espace calme et qui nous permet de se remettre précisément dans notre bulle. En espace, là, on n'y reviendra pas. Espace clos, espace ouvert à la fois. Ce matin, on a vu avec Emmanuel les espaces d'apprentissage. On peut parler également d'espaces de travail, puisque, pour rappel, Goffman a bien travaillé sur les espaces ou l'espace institutionnel, qui est centré vraiment sur une activité, voire sur une tâche qui serait prescrite. Donc, il y a toute cette dimension d'espace de travail aussi, peut-être qu'on va avoir à travers les résultats de Bulle. Et puis, on l'a vu également, des espaces de vie, espaces sociaux, espaces de convivialité. Et bien sûr, ça a été démontré ce matin, donc je ne vais pas y revenir, espace de réflexion collective. Alors, quel type de réflexion? On a vu Learning Center ce matin. Il y a aussi dans la mouvance anglo-saxonne la question des disasters et plutôt la dimension franco-française de tiers-lieux un petit peu plus récente. Donc, je laisse la place à Vincent pour présenter la suite du projet. Oui, alors vous l'avez à l'écran, donc on est parti à l'époque, ça fait à peu près un peu plus d'1 an quand on a déposé ce projet, donc on est parti autour d'un diagnostic, autour de 4 remarques qui délimitent le périmètre de recherche que l'on a engagé. Le premier point, enfin, vous le voyez à l'écran, c'est la reconfiguration des espaces et des espaces documentaires et patrimoniaux. Ça, c'était un premier point qui nous semblait être intéressant à visiter, avec cette idée donc de reconfiguration, c'est-à-dire que finalement, peut-être que la forme reste pérenne, mais par contre, à l'intérieur, bien entendu, vous le voyez en deuxième point, les activités, les offres de services et de formation restent quand même dominantes et transformées. On avait en deuxième point donc un défaut d'identification, c'est-à-dire qu'on considère que ce qui est mis en œuvre par les professionnels n'est peut-être pas identifié comme tel par les usagers. Ça rejoint d'ailleurs une des remarques que faisait Emmanuel, qui n'est pas seulement un problème d'information, de communication de base, mais un souci plutôt autour de l'identification. Troisième point du diagnostic, c'est une évidence. Alors c'est très marrant ce que disait Emmanuel tout à l'heure, parce que pour moi c'était, comme les enseignants-chercheurs, une très grande transformation du métier de bibliothécaire sur les 20 dernières années. Transformation de l'activité ou des activités de l'ensemble des professionnels, et je dis bien de l'ensemble des professionnels, quelles que soient les catégories ou les périmètres d'action définis par les uns et les autres.
Et ensuite, donc, l'impact et le poids du numérique sous toutes ses formes. Et dans le numérique, même si on l'a peu traité, les questions aussi de données, hein, enfin, ou en tout cas de l'arrivée des données ou des outils nouvelle génération, donc autour du numérique, avec l'impact que ceci peut avoir sur les publics. Alors, notre objectif, vous l'avez vu, hein, bon, il est assez délirant hein, quand on regarde le complément de titre de Fab Lamort, hein, puisqu'on inclut de la formation à l'inclusion, aux médiations. Enfin, bon, c'est vraiment protéiforme et certainement trop ambitieux. Mais il y avait quand même 3 objectifs, et c'est ce qui va être un peu le fil rouge notamment de la matinée. Hein. D'abord, identification des pratiques informationnelles des étudiants, des enseignants et des chercheurs, et notamment avec cette idée que le développement avec les formes de transition numérique ont permis de redéployer donc des contextes à forte agilité. Cette idée-là, elle est importante parce qu'en fait, dans l'idée d'agilité, finalement, on sort peut-être aussi du simple rapport besoin d'information dans le cadre d'études ou dans le cadre d'une recherche ou d'une prescription. Et puis finalement, l'écho serait la pratique informationnelle. Il y a un autre postulat autour de l'agilité, c'est le fait qu'il y a pratique informationnelle dans des périmètres qui sont beaucoup plus fluctuants, souterrains, et qui méritent d'être revisités. Ce qui me fait dire que on peut faire une sous-hypothèse, c'est qu'effectivement, on ne va pas à la bibliothèque que parce qu'on est dans un cursus ou un parcours d'études, mais on va avoir bien d'autres modalités de travail, d'attention et de recherche de sociabilité. Deuxième niveau, vous le voyez, c'est le postulat d'une évolution progressive des formes médiées de l'activité professionnelle des bibliothécaires et des personnels, dédiés donc effectivement d'une part à leurs conditions de travail, à leur quotidienneté, si j'ose dire, hein, dans presque la tradition de la sociologie du travail, hein, mais aussi des conditions d'acceptabilité de ces collectifs de travail qui se mettent en œuvre. Et les conditions d'acceptabilité, on est d'accord, fait qu'on peut soutenir en tant qu'acteur et professionnel, mais on peut aussi résister ou contourner hein, dans la pure tradition du contournement de la stratégie énoncée par une institution. Et puis ensuite, troisième objectif, très important pour nous, c'est en lien aussi avec d'autres recherches, hein. Avis très personnel, je pense d'ailleurs que c'est un vrai levier à travailler toujours dans le périmètre des bibliothèques, je ferme la parenthèse, mais les nouvelles formes de documentarisation et d'éditorialisation des savoirs qui remet foncièrement en question là où les théories du document, je renvoie à Communication et langage, hein, un numéro qui date déjà de 3 ans, mais où était questionnée la théorie classique du document, qu'est-ce qui fait document, et à partir de quand on va considérer qu'on est dans une logique documentaire et d'éditorialisation et s'oppose, hein, si j'ose dire, dans ce face-à-face, bien entendu, la conception classique de ce qu'est le document éditorialisé, de ce qui fait sens au regard de l'activité de l'usager, qu'il soit chercheur, qu'il soit étudiant ou autre. Autre remarque, les éléments clés de la recherche que l'on a tenté d'identifier, de ce diagnostic, d'abord, effectivement, d'une manière très clinique, comme l'a suggéré Emmanuel dans sa présentation, faire une typologie des espaces. On est bien d'accord, typologie des espaces, qui fait que on a dépassé, on a débordé largement la bibliothèque intramuros et même le périmètre de ce qui constitue une université. Dans la notion d'espace, c'est la notion effectivement de, je fais attention, hein, Valentine, mais de spatialité, c'est-à-dire la pratique qui est située et la logique de l'acteur qui porte la pratique. Deuxième remarque, les formes de valorisation de la documentation et du patrimoine documentaire. Là aussi, comment la chaîne des professionnels, dans son acception la plus large possible, valorise ce qu'on offre en termes de contenu, mais aussi en termes de patrimoine et de qualité de vie au travail de l'étudiant, hein, comme disait Perrenou, ou le travail d'élève au sens de René Laborderie. Ensuite, les logiques de médiation et d'animation mises en œuvre. Vous voyez bien le distinguo que nous faisons, classique, hein. L'animation n'est pas de la médiation n'est pas une forme améliorée de l'animation, mais on a bien deux objets qui non pas qui s'opposent, mais qui se complètent. Les formations, troisième niveau, au-delà de la médiation et de l'animation, formation des usagers, que ce soit des formations
aux espaces, aux disciplines, au niveau d'études et je reviens à cette idée de prescription. Et ensuite, bien entendu, et vous voyez que c'est déjà beaucoup, hein, les stratégies de communication qui sont effectuées par les professionnels vers la communauté universitaire et les publics ciblés. Ce qui fait que, sous hypothèse classique, s'il y a un défaut d'une stratégie de communication, il y a peu de raisons que les usagers au sens large répondent en quelque sorte à l'offre qui leur est faite. Mais les choses sont certainement beaucoup plus complexes, puisque pour accepter un schéma de communication, faut-il être convaincu qu'à l'intérieur de la structure que l'on observe, les bibliothèques, il y a effectivement un défaut. Je rappelle juste le vieux principe de Laszlo, ça c'est un complément, excuse-moi, qui rappelait que les imaginaires et les représentations sociales qu'on peut avoir d'une structure de type bibliothèque peut être plus tenace finalement que toutes les communications que je vais mettre en œuvre. En gros, disait Laszlo, hein, si j'ai une image extrêmement négative sur une première expérience, par exemple, il n'y a pas de raison que j'y revienne. Principe d'une bonne vieille rationalité. Si je passe du temps qu'on est désagréable avec moi et que l'éclairage me semble insuffisant, encore plus s'il n'y a pas de chauffage, eh bien finalement, je vais rationnellement aller ailleurs pour gagner en temps, en énergie, sans jeu de mots, et en efficacité système. Et donc, je vais contourner la structure. Alors, fort de tous ces éléments, hein, Vincent l'a dit, effectivement, une question qu'on a voulu, donc une grosse problématique, et c'est d'englober tout ce qu'on essaie de chercher, d'analyser. La question du projet, c'était ça. En quoi et dans quelle mesure les espaces physiques numériques en bibliothèque universitaire participent, nous semble-t-il, d'une construction de commun. En plus, on l'a mis au pluriel, c'est commun. Donc, très rapidement, là, ce matin, un plan en 3 parties. Je vais revenir très succinctement, les collègues le développeront après, sur les 4 dimensions du projet. Vincent fera un retour sur la présentation, là aussi, de la méthodologie de manière générale, hein, de la recherche qui a été mise en place. Et puis, pour ma part, je reviendrai sur quelques résultats d'analyse qui seront approfondis par la suite. Documentation et espace. Cette question de la documentation, finalement, hein, qu'on a interrogé les usagers, nous disent elle est peu visible. Alors si, celle qui est sur les rayonnages, elle apparaît, mais la documentation dite numérique, ça devient compliqué, et de plus en plus compliqué. Boukassem et Dillart l'ont déjà évoqué il y a quelques années. On est sur une conception fragmentée des collections. Les collègues bibliothécaires et conservateurs nous en parleront aussi cet après-midi. Et on a en plus un problème de lisibilité documentaire. Donc, tous ces paramètres font que la documentation, en lien avec les espaces, finalement, reste peu visible et peut-être peu abordable, voire accessible. D'autre part, on reste en BU et en bibliothèque, de manière générale, sur des espaces dits d'intertextualité généralisée. L'ensemble des ressources livresques numériques représentent surtout des produits de l'énonciation qui se correspondent les uns avec les autres, qui font ou pas collection. Donc là aussi, c'est un enjeu crucial pour ne serait-ce que l'accès et l'appropriation de cette documentation. Enfin, sur le plan des savoirs dits scientifiques, Sonios Gardiès et Fauré nous rappelaient assez récemment que l'écriture scientifique circulant de par les bibliothèques universitaires peut se représenter comme un tiers espace. Mais ce tiers-espace répond aussi à de nouvelles logiques, qui sont des logiques de recherche ouverte et dites participatives. Donc la difficulté, c'est de savoir ce qui fait documentation, et à l'intérieur de ce travail de la documentation, éclaté, fragmenté, un problème de visibilité documentaire, qu'est-ce qui va constituer peut-être l'intérêt d'avoir des collections et quel type de collection. Donc je referme cette parenthèse, elle sera sans doute abordée ce matin et cet après-midi. La question de la médiation, Emmanuel l'a abordée ce matin. Vous voyez qu'on a à peu près les mêmes auteurs. Alors, Certeau, je ne vais pas y revenir. L'idée, c'est de s'engager, qu'on pratique un lieu, on essaie déjà d'être peut-être présent dans ce lieu. Alors, un engagement aussi qui peut être intellectuel, à distance, on va voir, et on investit ce lieu de formes complètement différentes. Autour du travail de la documentation, les collègues de Toulouse nous rappellent que le travail formel de la médiation va définir quand même une approche particulière des savoirs. Et c'est en ça aussi qu'on a un geste spécifique de la médiation. Et en même temps un geste spécifique de médiation, mais qui est une forme de réécriture de savoir.
Donc on a une forme d'emboîtement des formes de médiation, les unes sur les autres, qui fait que il y a toujours systématiquement une forme de circulation, de modification des savoirs et de transformation de cette information. En même temps, on est aussi dans des espaces dits médiatiques. Donc sur le plan organisationnel, cette fois-ci, la question de la médiation pour le coup des savoirs, on verra de quel savoir il s'agit, peut être approchée comme l'ensemble des processus médiatiques, mais aussi interactionnels, qui vont concourir à la fois à la construction, mais aussi au partage, à la diffusion, et bien évidemment la confrontation des connaissances qui sont institutionnellement et socialement institutionnalisées. Donc, à développer. Cette question des transitions que j'ai évoquée ce matin, de quelle transition s'agit-il? Une transition dite écologique, une transition numérique. Pour Laurence Monnoyer-Smith, la question de la transition, il s'agit de la considérer comme une forme de mutation des modes d'action des acteurs. Ces acteurs qui font cette transition, ces transitions, modes d'action des acteurs et des infrastructures, encore une fois, qui s'organisent suivant des relations qui peuvent être plus ou moins conflictuelles. Si on reprend les propos des bibliothécaires, notamment Lionel Dujol, il rappelle que la transition écologique, depuis quand même quelques années, est associée à une transformation numérique dite éco-responsable en bibliothèque, lutte contre le gaspillage et en même temps adhésion à une économie aussi circulaire. Alors, la transition numérique, est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de cette transition écologique? Puisque là, justement, on va être sur aussi un principe de bricolage, de remédiation, de participation, si on reprend les termes de Marc Deuze. Et Bouly, récemment, nous a dit « Ah non, mais on est dans un paradigme complet maintenant de forme de propagation. Nouvelles, diverses, réajustements, voilà. » Donc, la transition des bibliothèques, au-delà d'une dimension purement écologique, purement numérique, finalement, les chercheurs se posent la question suivante. Est-ce qu'elle ne se déploierait pas au niveau de la médiation scientifique et de recherche comme une forme de transformation et une nouvelle forme de narration autour des récits communs qui vont lier les personnes entre elles au sein de la société? Enfin, le dernier axe, inclusion. Là encore, on reprend Jacob avec finalement la forme d'anthropologie des savoirs. Il y a des espaces de savoir divers et variés, mais ne serait-ce qu'il faudrait quand même déjà pouvoir les identifier et apprendre à les connaître. Comment fait-on? Alors, Pérec, il y a très longtemps, nous a parlé de cet infraordinaire, ce quotidien qu'on voit même plus, tellement on a l'habitude de se poser, de passer, de transiter dans des lieux qui nous sont à la fois communs et quotidiens, et revenir sur cette expérience du sensible, rappelée notamment par le collègue Christophe Evans, il n'y a pas plus longtemps qu'avec tout ce qui s'est passé autour du Covid, et notamment autour de l'entretien qui a été fait avec Vincent et Anne dans la revue Hermès. Alors, on peut reprendre les propos de Jacques Rancière, qui nous rappelait de qu'est-ce que ça veut dire faire monde commun. Et il nous dit, un monde commun n'est jamais fait simplement d'éthos, mais ce séjour commun, pour le coup, on a, d'après les termes notamment des collègues, Joël Lemarec, mais aussi Muriel Amar, Christophe Evans, et puis je n'ai plus son prénom, mais ça va revenir de Madame Viguier-Camus. Ce séjour commun, il résulte de la sédimentation, écrit Rancière, d'un certain nombre d'actes entrelacés. Il est toujours une distribution polémique des manières d'être et des occupations, entre guillemets, dans des espaces possibles. C'est un collectif de chercheurs, donc des chercheurs de Bordeaux, des deux universités, et des chercheuses de Lyon, laboratoire Helico et NCIB. Très important, on a tenté, entre guillemets, de mettre en œuvre plusieurs terrains, mais surtout 3 blocs de méthodologie. Le premier, vous l'avez à l'écran, on revendique cette approche sémio-pragmatique au sens de Roger Audin, donc où l'idée était d'abord, petit 1, de recenser les animations et les activités de formation qui étaient mises en œuvre. Ensuite, dans un deuxième temps, voir les types d'activités cibles. C'est-à-dire l'idée d'activité cible est importante, c'est l'activité qui est finalement un marqueur type de ce que politiquement j'essaie de mettre en œuvre lorsque j'énonce donc une dimension formation.
Puis ensuite, les pratiques professionnelles, c'est-à-dire la déclinaison très pratico-pratique, donc en situation, côté professionnel et côté usager. Et ensuite, on y revient, cette idée de ressources et de documents donc produits dans le cadre de ces activités donc de formation. La deuxième méthodologie qu'on met en œuvre, enfin ça c'est presque l'ADN de l'équipe qui était organisée autour de ce projet Bulle, c'est le travail en immersion. Alors, je l'ai même rajouté en gras à l'instant en disant, je voulais surtout pas oublier de vous le dire, que nous assumons sur ce volet-là une forme de subjectivité, mais la subjectivité au sens de ce qui définit aussi ce que sont les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'on délimite un objet, mais la subjectivité, c'est à travers effectivement les données que l'on récupère, et on ne dit pas que quantitativement nos échantillons, les personnes que nous interrogeons sont représentatives d'une population mère clairement définie. Mais par contre, par la récurrence de la subjectivité, on se rapproche de postures objectives qui donnent donc des logiques d'usage au sens de Perriot, par exemple. Alors, c'est vrai que dans ce travail en immersion, donc, on a considéré, vous le voyez, l'enquête auprès des usagers comme lieu de traverse, c'est-à-dire en fait l'idée de mettre en œuvre donc sur le mode conversationnel, en fait, les éléments mis en avant donc par notre interlocuteur, ce qui pour lui donc fait sens et met en adéquation encore une fois ce lieu singulier que nous observons que sont les BU avec donc l'ensemble des interactions de ce qui fait un sujet dans toute sa complexité. On citait les chercheurs, bien entendu, les professionnels, mais aussi les usagers sont des êtres sociaux. Et dans le cadre de cette posture d'être social, effectivement, la bibliothèque s'inscrit, mais elle s'inscrit dans une approche, dans un écosystème complexe de la réalité de l'usage. Et ensuite, donc, un autre point qui est important, c'est la documentation, donc vous le voyez, en pratique, où on va effectivement observer plus précisément, donc, à travers ces immersions, les productions documentaires, patrimoniales et scientifiques qui vont être produites et diffusées par les professionnels à destination des publics et qui répond, ce que disait Evans, à une forme de représentation de l'image d'un monde érudit porté par les professionnels, pour le dire simplement. Chaque professionnel ou équipe de professionnels produit ce qui, selon lui, ferait sens chez un usager qui est en phase donc de construction d'un savoir. Et là aussi, on imagine toujours, et puis il peut y avoir des écarts entre ce que l'on projette, ce que l'on imagine et le besoin réel. Et le troisième point, c'est celui donc, après cette immersion, de l'observation et surtout de l'entretien d'explicitation. C'est-à-dire que finalement, je parlais tout à l'heure de l'effet subjectif des situations et des acteurs interrogés. Une des manières aussi de mesurer et de pondérer un petit peu éventuellement cet excès de subjectivité, c'est ensuite d'avoir ces entretiens d'explicitation où, en fait, vous le voyez, l'observation en discontinu des usages libres et des ressources qui sont mobilisées, etc., font que, ensuite, donc, par ces entretiens d'explicitation, on essaie finalement, pour le dire simplement, de vérifier, de s'assurer que ce que l'on croit avoir observé est véritablement un observable et donc un exploitable, si j'ose dire, pour produire de la donnée scientifique. Alors, on travaille essentiellement autour de la captation de traces d'activité des publics et puis aussi, donc, j'y reviens, donc les principes de documentarisation et les ressources qui sont éditorialisées par les usagers. Alors, on en parlera peut-être au cours de la journée. Jusqu'où s'arrête-t-on dans le dispositif de travail de l'étudiant, etc. On n'est pas allé jusqu'au... Enfin, on aborde la ressource dans le contexte bibliothéconomique observé, mais pas dans le SIP, le système d'information personnel que chacun a. On le fait pour d'autres recherches, mais là, ce n'était pas le cas. Voilà, et les logiques d'appropriation, je passe. Alors, c'est encore moi là ou c'est toi? C'est encore moi. Le micro-trottoir, c'est une petite technique qu'on utilise. Alors, vous le voyez, vous l'apercevez à l'écran. Qui êtes-vous? Les intérêts que vous avez pour la documentation, vos usages en bibliothèque. Et donc, on qualifie ceci.
À droite, de la même manière, vous avez les avis, perception des espaces. Et ce qui est très intéressant, enfin, on l'avait déjà pratiqué, on l'a retransféré à Bulle, hein, c'est l'insertion d'une image qui correspond le plus à la pratique préférée en BU. Il y avait un héritage, je citais tout à l'heure, c'est la deuxième fois, hein, Valentine, dans le cadre de sa thèse aussi, hein, qui demandait de mémoire les 3 photos, hein, privilégiées par le collégien. Là, c'est pareil, c'est-à-dire, alors là, c'est cruel, hein, c'est la photo qui symbolise le plus votre image préférée, de votre pratique donc préférée en bibliothèque. Alors, on est sur une forme affective, finalement, de la sélection, hein, puisque ce qui est préféré n'est pas forcément ce pourquoi je passe le plus de temps quand je suis en bibliothèque universitaire. Hein. Voilà. Et donc, à partir de cette image, bien entendu, on demande d'expliciter, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi je choisis cette image en toute subjectivité, et je détricote progressivement de cette expérience sensible et affective vers les expériences plus rationnelles et posées. Et donc, c'est encore moi, hein. Oui. On est d'accord, hein. Non, parce que moi j'ai un code couleur qui est le vert, et puis il y avait un petit V, mais je ne vois pas le V puisque je n'ai que 2 yeux et ils sont vers vous. Et le retour vers les usagers, ben là vous voyez l'iconographie classique, hein. Alors là aussi, hein, c'est l'iconographie extrême, hein, c'est-à-dire qu'on a 2 images qui symbolisent 2 logiques qui ont du mal finalement à se rencontrer, alors qu'au départ ce sont des étudiants, il y a un projet d'étude, il y a de la prescription, mais quand on pose cette question, la première image, vous le voyez, ben, on est dans un espace de lecture, on est dans le livre est là parce qu'il est ouvert, mais le livre est là aussi parce qu'il est face à moi, je suis entouré de livres, bacs de livres, etc. Ce n'est pas n'importe quel type de document, donc, puisque c'est de la bande dessinée, et donc voici le coin lecture à ma disposition quand je viens de travailler à la BU. Ce lieu est à disposition, c'est-à-dire que c'est le point angulaire à partir duquel se fait la pratique. Et à droite, bien là, enfin, j'aurais presque tendance à dire, hein, quand je vois mes bureaux, enfin là, pour moi, c'est une approche, sans jeu de mots, clinique, hein, c'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose de très épuré, un mobilier, somme toute, assez froid, avec toujours la protection, hein, qui est devant. Et puis vous voyez la rationalité, hein, donc la boisson, hein, s'hydrater régulièrement, hein, pour bien penser et produire, un ordinateur, un peu de connectique aussi, etc. Et finalement la matérialité du document, hein, une forme papier, mais aussi la matérialité à travers un calepin, un crayon, un stabilo boss, etc. Il n'y a plus rien, on a la forme la plus épurée de l'expérience, et j'associe la bibliothèque, dit l'étudiant, à mon espace de travail, car c'est la raison principale pour laquelle je l'utilise. Et donc là, on voit ce modèle, donc encore une fois, d'hyper-rationalité, mais pensé et revendiqué. Voilà, enfin. Alors, pour faire suite justement à cette illustration, hein, on se pose la question de savoir autour de la documentation, qu'est-ce qui se passe actuellement dans les BU. Donc il nous semble, et Emmanuel l'a dit, on va le voir tout à l'heure, on est sur des espaces documentaires reconfigurés, donc quelques résultats très partiel, hein, du travail fait dans les BU des SCD, du BM et du B. On assiste à une nouvelle forme de médiatisation de l'offre papier, de l'offre numérique. On est principalement, qu'on interroge les bibliothécaires, les conservateurs sur des sessions de formation personnalisées autour de la documentation. Mais ces sessions, dorénavant, sont aussi tournées vers le jeu, une participation des usagers et une ouverture vraiment à tous, hein. On sait qu'au niveau des BU, et la réouverture des BU a permis, et je crois que Gilles nous le confirmera, un accès à tous. Donc c'est gratuit pour tous et pour tout type de personnes. Le retraité, celui qui passe dans le coin, qui sait pas quoi faire, voilà, peut venir à la BU se poser, mais surtout emprunter. On a une multiplication également et un éventail de services documentaires en présence, à distance. Donc l'idée, c'est quand même de valoriser ces contenus. On a vu la VOD, il y a la presse en ligne, voilà, tout ce qui va concerner aussi une documentation autour d'informations dites événementielles. Et en même temps, il y a une forme de démultiplication autour d'espace-temps différenciés, à la fois pour les activités, pour les pratiques, pour les ressources, des pratiques qui sont à la fois documentaires, qui sont informationnelles, qui sont aussi finalement des pratiques sociales, plurielles, hétérogènes. Donc cette documentation, elle est, on le disait au début, difficile quand même à appréhender. Sur le plan de la médiation,
Tout à l'heure, Vincent en parlait, autour du document, finalement, ce que fait la BU, elle permet de responsabiliser les usagers et de les rendre autonomes. Et donc, on est toujours quand même dans une forme de relation sociale instituée à travers les documents, mais on a besoin d'une médiation. Une médiation pour se retrouver à la soi-même, pour se retrouver, on l'a dit aussi tout à l'heure, pour soi, et bien sûr pour se retrouver avec les autres. Donc on va être dans des logiques à la fois de médiation et d'animation. Vincent a bien fait la répartition tout à l'heure. Animation seule ou simple, avec des médiations peut-être plus poussées autour de possibilités diverses et variées. Ça peut être la découverte, ça peut être l'exploration aussi de dispositifs qui vont permettre principalement de donner du sens à son activité, quelle qu'elle soit. Et du côté des professionnels des bibliothèques, on est aussi sur de nouvelles compétences. Alors, Florence Thiault parle de data librarian. On entendra peut-être parler cet après-midi dans le cadre, on l'a vu, de production de contenu, donc de forme de documentarisation, mais surtout d'éditorialisation de contenu. Et puis, on est aussi, bien sûr, sur la création d'événements. La médiation, c'est ça. On crée des événements, à la fois dans les espaces physiques, dans les espaces numériques documentaires, autour de débats sociétés, et puis on crée des événements culturels, sociaux, clubs lecture, nuit des bibliothèques, etc. Donc, la médiation reste plurielle. Dans le même temps, cette question des transitions ou de la transition est toujours présente. On parlait de responsabilité, d'autonomisation, mais on le voit aussi dans le cadre des formes de transition à mener par les universités, qui ont des feuilles de route bien achalandées en termes de transition. Cette volonté de responsabiliser, de rendre autonome, elle est toujours là. Elle est là, principalement dans ces espaces, avec un renouvellement des banques d'accueil qui sont repères, une forme de boussole autour des signalétiques, alors peut-être pas encore actualisées, mais ce sera incessamment sous peu, les codes couleurs, les configurations, les mobiliers, etc. On est donc en même temps dans une forme d'incitation à la transition écologique, dans ces lieux de vie et de travail. On l'a tous vu, les urnes transparentes autour des dépôts, du dépôt de vos piles usagées. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, vous pouvez aussi aller emprunter tout simplement un stylo Velleda pour noter sur le tableau blanc. Il va quand même s'agir de le rendre à la fin de votre réunion avec vos camarades ou vos collègues. Et puis, finalement, cette transition, c'est aussi une forme d'accompagnement au changement de pratique documentaire. Et de plus en plus autour d'étudiants qui seraient en difficulté ou qui sont en difficulté, qu'elles soient sociales, financières également, et aussi des difficultés peut-être intellectuelles vis-à-vis de leur métier d'étudiant, comme on dit, selon les filières, le niveau d'études, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a une grosse différence, on l'a vu, entre les licences et les masters, évidemment, et également pour les personnes qui viendraient de continents, on va dire, plus lointains. En termes d'inclusion, on est sur des espaces en profonde mutation, en profonde transformation. On est sur des espaces pluriels, hétérogènes, des espaces de travail, et puis un espace ou des espaces de tous les savoirs. Des savoirs scientifiques, des savoirs culturels, des savoirs disciplinaires, mais aussi des savoirs sociaux, et voire des savoirs psychosociaux. On est vraiment dans des aussi soft skills. Voilà. Et de plus en plus, les bibliothécaires et conservateurs nous le rappellent. Des espaces aussi reconfigurés pour être comme à la maison. On le verra, des panières en osier avec les plaids qui sont mis à disposition des étudiants. Si on a froid, on l'a dit tout à l'heure, mais des enseignants-chercheurs un peu frileux d'ailleurs aussi. On a nos tables basses maintenant, nos petits poufs et nos coussins. Dans les alcôves, on a la patère pour mettre notre manteau, notre gilet, une lumière de chevet, une lumière de bureau. Donc tout ça, c'est très cosy. On est donc finalement sur cette forme d'accompagnement à la bienveillance qui va jusqu'au bien-être, voire à la gestion du stress, puisqu'on a vu depuis 2 ans maintenant les bibliothèques des universités de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, font des formations dites de médiation animale. Voilà, ça pourrait paraître surprenant, mais il y a un vrai besoin, nous disaient les collègues. Et puis, je voulais rajouter quand même un dernier point, alors qui va pas forcément avec ce que je viens de dire juste auparavant, mais est-ce que finalement cette forme d'inclusion ou ces formes plurielles d'inclusion
nous permet pas également de se questionner peut-être encore davantage sur cette acceptabilité sociale des technologies numériques. Bref, comprendre ces fameux coins lecture, ces alcôves même pratiquement secrètes dans les bibliothèques qui nous permettent d'avoir notre coin lecture déconnecté, isolé et sans numérique. Voilà, alors quelques mots de la fin, mais qui vont être récupérés, je pense, par les collègues dans les 3 présentations qui suivent. On assiste sur Bulle, du moins avec les quelques mois de travail de recherche que l'on vient de passer, sur une forme de, bien sûr, démultiplication, à la fois des ressources, des espaces, des documentaires. Il nous semble qu'on est sur une forme également d'écologie, des espaces, qui est bien sûr tournée vers la réussite étudiante. En même temps, on assiste à des pratiques documentaires, mais qui sont certes peut-être documentaires. Ce qu'on n'a pas vu, on n'est pas rentré, comme l'a dit Vincent, dans les systèmes d'information personnelle des étudiants et même des enseignants. On a eu du mal. Donc on est sur des pratiques sociales qui sont propres à des parcours de vie très, très, très différents. Voilà. Et une forme d'anthropologie des usages qui, sur un plan institutionnel, est à mon avis, à notre avis, orientée vers une nouvelle gouvernance des ressources, je n'ai pas dit gouvernance des données, mais gouvernance des ressources, et inversement. Voilà, je vous remercie.